J'invite Madame Karine Faraud, qui est représentante du Haut Commissariat en Nouvelle-Calédonie, à nous proposer son discours d'introduction. Bonjour à tous. Madame la présidente directrice générale de l'IRD, monsieur le directeur du centre Chibaou, monsieur le membre du gouvernement, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants et membres du Sénat coutumier, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'IRD, donc sa présidente directrice générale, ainsi que la direction territoriale de Nouvelle-Calédonie pour l'organisation des tables rondes d'aujourd'hui. Je tiens également à remercier le Centre culturel Chibaou et son directeur pour nous accueillir, pour l'accueil dans ces locaux, qui effectivement sont des locaux particulièrement agréables et magnifiques et adaptés pour tenir ce genre de conférences. Donc ça a été rappelé, vous le savez, l'ONU a proclamé la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable pour la période 2021-2030. Il s'agit notamment de mobiliser, d'encourager et d'utiliser la recherche interdisciplinaire afin de produire les connaissances scientifiques nécessaires à l'existence d'un océan sain, sûr et résilient en vue du développement durable à l'horizon 2030 et au-delà. Cette période est importante, cruciale. Nous pouvons nous réjouir d'une dynamique internationale d'éveil des consciences et de mobilisation des gouvernements, des autorités locales et de la société civile. Le consensus scientifique est là. Toutes les études internationales montrent que l'océan est sérieusement dégradé et qu'il y a urgence à intervenir. Le recul du trait de côte d'Ouvéa, l'augmentation de la température des océans en sont quelques démonstrations visibles et palpables. Dans ce contexte, l'action de l'État et des projets qu'il soutient autour de la thématique océan sont, depuis plusieurs années déjà, en totale cohérence avec les objectifs de la décennie des océans. On peut souligner au niveau international l'implication de l'État à son plus haut niveau lors du One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest en février 2022. Au niveau régional, l'État s'est impliqué dès 2019 aux côtés de la CPS, du PROE et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le biais du CRESICA et du RECIPOL, qui est donc le consortium de recherche de la Polynésie française. Dans l'atelier Biodiversité en Océanie 2019, il a mobilisé donc à cet effet la communauté scientifique et les acteurs du développement sur les enjeux de la préservation de la biodiversité terrestre et marine et a donné lieu en 2019 à un rapport dédié intitulé « Biodiversité en Océanie, un besoin urgent d'action ». Donc tout était déjà dit. Au plan national, la France s'est dotée d'une stratégie nationale pour la biodiversité. Son actualisation a donné lieu, en début d'année 2022, à des échanges nourris entre les collectivités d'outre-mer et la secrétaire d'État à la biodiversité, en particulier sur l'accompagnement attendu de l'État sur les enjeux locaux. Pour la Nouvelle-Calédonie, les actions visent tout particulièrement l'océan et les ressources marines, donc au titre de cette stratégie nationale de la biodiversité. À signaler par ailleurs l'engagement de l'État dans le dispositif IFRECOR, visant la protection et la gestion durable des récifs coralliens et de leurs écosystèmes associés. La France porte également ses engagements au niveau local, en accompagnant les collectivités et institutions pour les aider à relever ce défi, notamment en apportant son expertise et son soutien financier quant à la mise en place d'outils de gestion et de suivi. Par exemple, la mise en place et la gestion du parc naturel de la mer de Corail depuis 2016, avec un copilotage et une coprésidence du comité de gestion par le haut-commissaire et le président du gouvernement. L'État apporte aussi un soutien technique et financier via l'OFB et le ministère de la Transition écologique, en particulier sur la dimension acquisition des connaissances. Mais l'État intervient aussi et surtout en soutenant la recherche afin de combler nos lacunes dans la connaissance de l'océan, afin d'approfondir notre compréhension de ses interactions avec les activités humaines et améliorer notre capacité à le gérer durablement. En conclusion, pour emprunter le slogan de la décennie pour les sciences océaniques, ce qui nous réunit aujourd'hui lors de ces tables rondes, ce qui doit être le fil rouge de ces échanges, c'est les sciences dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine.
Donc j'invite le représentant du gouvernement, Joseph Manoté. Madame la représentante du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Madame la présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et collectivités de la Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de recherche, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'humilité, avec respect et responsabilité que je prends la parole devant vous, au nom du gouvernement de la Calédonie, à l'occasion de cette table ronde organisée par l'IRD pour le lancement en Nouvelle-Calédonie de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Je le fais en ma qualité de membre du gouvernement en charge de l'environnement et de la transition écologique, de la gestion et de la valorisation du parc naturel de la mer de Corail, du plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, de la politique de l'eau et de la transition alimentaire. C'est la première fois qu'un gouvernement de la Calédonie confie à l'un de ses membres l'animation et le contrôle de ces secteurs, et ce n'est pas un hasard. Cela témoigne d'une véritable ambition politique pour notre archipel. En effet, l'objectif est d'impulser au niveau pays des politiques publiques qui permettent de répondre d'une part aux défis contemporains que sont le changement climatique, la réduction de la biodiversité et la nécessaire conciliation de la conservation de la nature et de sa valorisation. Face à ces défis majeurs, les responsables politiques néo-calédoniens ont besoin de la science, car ils doivent pouvoir s'appuyer sur elle pour prendre les meilleures décisions. Le gouvernement de la Calédonie se soumet déjà à cet exercice exigeant, notamment dans le cadre de la gestion du parc naturel de la mer de Corail, qui doit être, selon la formule du président Mapou, l'étendard de la Nouvelle-Calédonie en matière de biodiversité et de géodiversité. Historiquement créé par le gouvernement de la Calédonie en 2014, le parc naturel de la mer de Corail est une vaste aire marine protégée, une des plus vastes du monde, 1,3 million de km². Elle est gérée par un comité de gestion constitué de 4 collèges représentant l'ensemble des parties prenantes et coprésidée par le Haut-Commissaire de la République et le président du gouvernement. Les travaux du comité de gestion sont éclairés par un comité scientifique présidé par Madame Claude Perry, ici présente, que je tiens à saluer pour son engagement, ainsi que celui des membres de son comité. Puis, en 2018, le gouvernement de la Calédonie a classé en réserve nos récifs éloignés, restés à l'état vierge. Il faut savoir qu'un tiers de ces 1,5% de ces derniers récifs vierges du monde se trouve ici, dans notre parc. Ce sur quoi je veux insister, c'est aussi bien la décision de créer ce parc naturel que celle de classer ces écosystèmes les plus remarquables en zone de protection forte, comme les récifs vierges hier, et demain les monts sous-marins, etc., ont été prises au vu des avancées des sciences océaniques en Nouvelle-Calédonie et en concertation avec les parties prenantes. Ainsi, c'est grâce à ces avancées que l'attention des responsables politiques a pu se porter sur ces écosystèmes parmi les plus extraordinaires du monde, sur la nécessité d'en assurer la protection et d'en avoir une gestion conservatoire pour une valorisation sur le très long terme. L'expérience de ces 10 ans de gestion du parc naturel de la mer de Corail nous permet aujourd'hui d'insister sur les 3 raisons qui militent pour le développement des sciences océaniques en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, elle constitue un outil indispensable de connaissance. Chaque année, le gouvernement consacre plusieurs dizaines de millions de francs aux sciences océaniques dans le cadre d'appels à projets pour répondre aux besoins de connaissances du parc. Ces besoins de connaissances, nous les avons exprimés également dans le cadre de la concertation organisée par l'État, dont vous parlez tout à l'heure, Madame Faro, sur la stratégie nationale pour la biodiversité, alors que les Outre-mer hébergent 80% de la biodiversité nationale. Je tiens d'ailleurs à remercier les organismes de recherche présents en Nouvelle-Calédonie qui œuvrent à répondre aux attentes et aux besoins sociétaux et qui nous accompagnent dans l'exercice des compétences transférées. Cette connaissance est indispensable, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Et elle doit être diffusée largement auprès des Néo-Calédoniens afin que ceux-ci s'approprient pleinement leur patrimoine commun.
Ensuite, les sciences océaniques sont au service de la conservation de la nature. La responsabilité des décideurs néo-calédoniens, c'est d'intégrer dans leurs décisions le caractère extraordinaire au plan local, au plan régional, au plan international de notre biodiversité terrestre et marine afin de mieux la protéger. Mais ce qui fait la singularité de notre pays, c'est le lien entre la nature et l'homme qui est consubstantiel de l'identité kanak. Cette dimension culturelle, je dirais même spirituelle, de la nature est un élément essentiel pour comprendre le lien à la terre et à la mer des Kanaks, mais aussi celles et ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui vivent la Nouvelle-Calédonie depuis des générations. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer très humblement et très respectueusement les autorités coutumières avec lesquelles le gouvernement est en train d'engager un travail important sur les valeurs culturelles kanak de l'océan et de sa protection. Et c'est un travail qui prolongera celui engagé sur la toponymie, sur les espèces emblématiques et enfin sur le patrimoine archéologique des îles éloignées du parc naturel de la mer de Corail. Enfin, les sciences océaniques sont au service de la valorisation de notre biodiversité exceptionnelle, une valorisation qui ne peut se faire que dans le cadre d'activités économiques exploitées selon les principes du développement durable. Je prends le cas de la pêche hauturière en Nouvelle-Calédonie. Dans le parc, c'est à peine une vingtaine d'armements pour 1,3 million de kilomètres carrés, avec des techniques de pêche qui sont respectueuses des milieux, avec un label de pêche responsable, et à considérer que cette filière pourvoit à l'essentiel des besoins des populations locales. C'est le cas également en matière d'innovation. La Nouvelle-Calédonie, je vous rappelle, est la seule collectivité d'outre-mer à avoir été lauréate du concours du programme national Territoire d'innovation avec un dossier intitulé « Comment faire de la préservation de la biodiversité un nouveau modèle de développement économique dans le Pacifique avec le parc naturel de la mer de Corail comme vitrine ». Pour finir, je voudrais évoquer un dernier point. Le président de la République a livré les grands axes de son projet de relance économique, le plan Relance 2030. Parmi ces axes figurent l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des fonds marins. Toutefois, lors du dernier sommet France-Océanie, en juillet dernier, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a indiqué être plutôt favorable à un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de ces ressources dans le parc naturel de la mer de Corail. Un avant-projet de loi de pays a été rédigé prévoyant de borner ce moratoire dans le temps et permettant la poursuite des activités de recherche océanique selon des méthodes non destructives, par exemple. En réalité, de nombreux travaux de recherche sur ces ressources minérales et organiques ont déjà été effectués. Il nous faut valoriser ce temps pour en faire la synthèse et identifier les champs de connaissances qui doivent être approfondis. En définitive, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite que le choix et la décision d'exploiter ou non les fonds marins soient réservés aux générations à venir. Pour conclure, j'ai indiqué que les sciences océaniques constituent une préoccupation des pouvoirs publics depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie, et ce, par la force des choses. Notre pays est une petite île, un tout petit archipel, perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique, mais aussi par la volonté de ces responsables politiques qui ont créé le parc naturel de la mer de Corail et tentent d'en assurer une gestion optimale aux côtés de l'État. Nous pensons que la Nouvelle-Calédonie peut avoir vocation à devenir un laboratoire de recherche et un centre d'expérimentation scientifique à ciel ouvert, et je dirais même à mer ouverte. Cela dans le respect de nos valeurs. Cela contribuerait au rayonnement de notre pays et par là même de la France et de l'Europe dans notre Pacifique. C'est pourquoi nous vous demandons, Madame la Présidente Directrice Générale, Madame la Représentante du Haut-Commissaire, de porter ce message auprès des autorités politiques et scientifiques nationales afin que l'État investisse davantage dans la connaissance de nos biodiversités, de notre océan, ce patrimoine partagé au niveau national, pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans l'exercice de ses compétences environnementales dans le parc de la mer de Corail et à préserver sa biodiversité naturelle et culturelle exceptionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joseph, pour ce beau discours. Donc, j'invite maintenant Valérie Verdier, notre PDG, à rejoindre
l'estrade et à ouvrir par son discours cette décennie en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais d'abord remercier notre hôte, Emmanuel Chibaou, directeur de l'Agence de développement de la culture kanak. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous accueillir ici, dans ce bel espace que j'avais l'occasion et le grand bonheur de pouvoir découvrir il y a maintenant 4 ans. Madame la représentante du Haut Commissariat, les représentants du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, messieurs les représentants du Sénat coutumier que j'aurai le grand plaisir de rencontrer dans les jours qui viennent, messieurs les représentants des provinces que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer ces derniers jours, que ce soit la province Nord, la province Sud ou la province des îles encore hier, sous une pluie assez impressionnante. Mesdames et messieurs les directeurs et directrices des organismes de recherche de l'Université de Nouvelle-Calédonie, de la CPS, mesdames et messieurs les directeurs et directrices et représentants de la société civile, et chers partenaires, chers collègues et aussi chers amis. Je suis d'abord très honorée de prendre la parole ici, dans ce centre culturel, et je remercie encore Emmanuel pour l'accueil et puis pour tous les partenaires qui ont répondu présents à l'appel. C'est un moment très important. C'est dans ce lieu donc, que va s'ouvrir la décennie des sciences océaniques pour la Nouvelle-Calédonie. Elle accueille en même temps, comme tu l'as dit, France, une très belle exposition photographique qui ne s'est pas faite toute seule, qui a réuni un ensemble de partenaires, de personnes, d'humains, qui illustrent parfaitement ces parcours, on peut les appeler les parcours calédoniens, et qui met en tout cas à l'honneur ces chercheurs, ces femmes, ces hommes qui ont beaucoup travaillé à l'Institut, mais pas que, Institut en recherche pour le développement, mais qui ont travaillé avec l'ensemble de nos partenaires aussi, et qui ont vraiment forgé ces parcours magnifiques de la recherche, et qui font, et dont leur mission est de faire avancer les connaissances. Donc, juste aussi pour vous dire tout le plaisir que j'ai ici, parce que c'était une mission qui était programmée, qui aurait dû être programmée dès ma prise de fonction à l'IRD en février 2020, mais qui a été empêchée, vous le savez, par la pandémie, mais à laquelle je tenais beaucoup, puisque, vous le savez, l'IRD ici, c'est une longue présence historique qui a beaucoup évolué au cours du temps, mais dont la mission reste toujours la même, c'est-à-dire une mission de recherche, de formation, une recherche qui doit être axée sur une science des solutions, une science plus ouverte à l'ensemble de nos concitoyens et qui doit apporter réellement des pistes de réflexion, mais aussi des pistes d'action aux décideurs du monde politique. Donc j'ai, comme je l'ai dit, des réunions très constructives avec l'ensemble de nos partenaires et l'occasion au cours de ces visites de terrain de rencontrer les tribus, des chefs coutumiers, des acteurs de la société civile qui sont très investis à nos côtés pour faire avancer la science, et je les en remercie. Le lancement de cette décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques en Nouvelle-Calédonie, et c'est aussi ce pourquoi tous ensemble on est réunis ici, c'est vraiment un appel. C'est un appel à une mobilisation mondiale qui doit être renforcée pour cet océan. Je pense qu'il y a un seul océan, il n'y a pas des océans, et on doit vraiment tous œuvrer pour que cet océan qui, comme vous l'avez dit, héberge la biodiversité, 80% de notre biodiversité marine, pour que cette biodiversité soit préservée, qu'elle soit mieux connue, et on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et donc, on a encore besoin d'aller explorer cette biodiversité pour mieux la connaître et pour mieux la préserver. C'est aussi cet océan le premier régulateur du climat. On pourrait le comparer à un thermomètre. Et c'est toutes ces pressions qui sont accumulées maintenant sur l'océan, dont nous portons notre part de responsabilité avec le réchauffement climatique, avec les pollutions, avec l'acidification. Tout ça malmène notre océan. On a besoin d'un océan qui soit en bonne santé, parce que si l'océan est en bonne santé, c'est la planète qui est en bonne santé, et c'est nous qui sommes en bonne santé. Et donc, il faut vraiment qu'on œuvre plus rapidement pour aussi, parce que vous savez qu'on est dans la décennie des objectifs du développement durable, dont l'échéance arrive à 2030. Il nous reste à peu près 100 mois
pour atteindre les cibles qui nous ont été fixées, et on en est loin, et je pense que c'est tous ensemble, et ce n'est pas uniquement l'IRD, c'est l'ensemble des partenaires, c'est l'IFREMER, c'est le CNRS, c'est l'ensemble des acteurs de la recherche, c'est la CPS ici, c'est l'université, qui tous ensemble pourront faire qu'on va mieux atteindre, enfin on va en tout cas essayer d'atteindre ces cibles, et répondre aussi aux indicateurs qui nous sont posés sur la table et sur lesquels il faut qu'on apporte des réponses. Donc c'est, comme ça l'a été dit, l'océan nous informe sur l'état de notre planète, qui n'est pas très brillant, vous le savez. Il nous informe de nos déviances, dans la manière dont on a traité l'océan. C'est aussi l'océan, et je l'ai entendu au cours de ces derniers jours, qui recèle des secrets, qui recèle des traditions ancestrales, et vous l'avez très bien dit, qui recèle des connaissances qu'on doit respecter, qu'on doit faire respecter. Donc, dire aussi que les populations océaniennes sont les premières, et en particulier celles de la Nouvelle-Calédonie, et on a eu l'occasion de le voir hier, encore à l'île de Lifou, et sur la province nord, mais un petit peu partout, on l'entend, c'est cette érosion côtière, c'est toute cette, comme je disais, cet océan qui nous alerte et qui nous dit que les choses ne vont pas bien. C'est les populations ici qui en subissent les premières conséquences, et ça n'est pas, à mon avis, acceptable. Donc c'est pas uniquement la mobilisation de l'IRD ici, c'est la mobilisation de l'IRD dans le monde entier, et j'appelle vraiment l'ensemble de notre communauté à agir plus vite et à accélérer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable, l'ODD 14, qui œuvre pour la conservation et, c'est écrit comme ça, l'exploitation durable de l'océan, des mers et des ressources marines. Et derrière l'exploitation, j'entends les alertes. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ce qu'on va faire de cette connaissance qu'on va apporter, notamment sur les grands fonds marins, et, comme je l'ai dit, dans le respect des connaissances ancestrales. Donc c'est des connaissances qui sont à renforcer, qui, alors ça a été dit rapidement par France, qui s'appuie aussi sur des décennies de présence et d'action de l'IRD ici. Alors je ne vais pas en retracer tout le chemin, ce serait un peu présomptueux de ma part, parce que ça ne s'est pas fait seul, mais en tout cas, elle s'inscrit dans une longue histoire qui a commencé il y a 75 ans ici. Et il faut rappeler aussi que si les sciences océaniques tropicales en France existent, c'est parce qu'elles sont parties d'ici, de Nouvelle-Calédonie, et ça, il faut qu'on le rappelle à l'ensemble de notre communauté internationale. Alors, certes, il y a eu plus de 50 ans de campagne en mer qui ont contribué à la connaissance de ces faunes profondes, à la connaissance en particulier de l'étude des coraux, des algues, des écosystèmes côtiers. Beaucoup d'informations au travers de ces campagnes qui se sont faites aussi avec des hommes avant tout, avec des femmes, avec des dispositifs tels que les bateaux. Et on a besoin aussi de continuer à pouvoir travailler avec ces dispositifs, et en particulier avec des bateaux qui vont nous permettre de continuer cette exploration de cette région. Donc, aussi peut-être rappeler plus modestement que aussi la température de l'eau, elle a débuté dans Hansvata, là où est l'IRD, il y a 60 ans, avec un seau puis un thermomètre, et que maintenant, ce seau et ce thermomètre, ça aboutit à... Évidemment, la technologie a évolué, vous allez me dire, mais ça aboutit à de très longues mesures de température de l'eau, et c'est devenu le réseau Riftamps, il faut le rappeler, qui englobe maintenant une centaine de capteurs dans tout le Pacifique insulaire, et c'est important aussi de dire que des fois, on démarre avec une petite technologie pour arriver à des données, et le temps long de la donnée est important, les observatoires sont importants en ce sens-là. Donc l'ensemble de ces travaux en sciences marines ont été fondamentaux aussi, et vous l'avez dit, pour la création du parc naturel de la mer de Corail, dans lequel nous sommes impliqués évidemment à vos côtés très fortement pour sa gestion, et aussi au travers de son conseil scientifique. Et je remercie aussi Claude Perry et l'ensemble des collègues qui sont impliqués dans ce parc de la mer. Donc je voulais dire aussi, et j'en ai parlé avec Emmanuel, j'en ai parlé avec chacun des acteurs des provinces, du gouvernement que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, c'est l'IRD s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui est celle d'une science qui soit plus en phase avec vos demandes, avec la demande de nos concitoyens, avec la demande des acteurs politiques et publics. Il faut qu'on
puisse apporter vraiment des réponses aux problèmes, et donc partir vraiment des problèmes qui sont centrés sur, notamment sur ce que j'ai dit, sur l'ensemble des questions qui se posent sur l'océan, sur les ressources halieutiques, sur l'impact du réchauffement climatique, mais il y a bien d'autres questions. C'est important qu'on puisse ensemble aborder cette question multi-acteurs autour d'une table en concevant nos projets d'une manière beaucoup plus intégrative, je dirais, et une vision beaucoup plus holistique. Donc, je ne peux pas être trop longue, mais je pense qu'il faut qu'on ait plus d'ambition, qu'on doit éclairer nos recherches par des décisions qui soient en faveur de la lutte contre le changement climatique, pour la préservation de la biodiversité, pour la gestion durable des ressources naturelles, mais aussi c'est toutes les questions de gouvernance aussi de l'environnement océanique. C'est aussi pour moi, qui suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une hybride entre un père anthropologue et une mère musicienne, c'est vraiment aussi conserver la mémoire de nos ancêtres, la mémoire des savoirs locaux, et puis les mettre en musique d'une manière différente, maintenant avec, comme je l'ai dit, cette recherche qui soit beaucoup plus, qui prenne en compte toutes les composantes de la société. Donc, je pense qu'il faut aussi c'est notre mission à l'IRD, hein, c'est pas uniquement de la recherche, de la production de connaissances, c'est la médiation aussi scientifique, c'est informer mieux nos concitoyens, c'est former nos jeunes, parce que les jeunes jouent un rôle absolument essentiel dans l'avenir pour la suite, hein, et donc les impliquer aussi et leur donner les moyens, surtout leur donner les moyens de pouvoir venir étudier, de pouvoir rentrer dans ce monde fabuleux qui est celui de la recherche. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est un événement très particulier et je pense qu'il fait suite et écho à la mobilisation nationale et au-delà qui a eu lieu à Brest pour le One Ocean Summit. J'avais le grand plaisir d'être aux côtés de François Houllier, le PDG de l'Ifremer, et puis le PDG du CNRS, Antoine Petit, où nous avons lancé aussi ce One Ocean Summit. On aura bientôt la deuxième conférence Océan des Nations Unies à Lisbonne fin juin, où je sais que nous serons aussi tous mobilisés. Donc j'attends, je vais être très heureuse de rejoindre Emmanuel pour écouter l'ensemble de ces tables rondes cet après-midi, parce qu'il associe ici de nombreux acteurs du milieu marin en Nouvelle-Calédonie, les scientifiques, les décideurs, les gestionnaires d'aires marines protégées, les professionnels de la pêche, les ONG, tous, on a besoin tous de vos regards et de vos savoirs. Comme ça a été dit, la décennie dit les sciences dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons. Moi, je pense que l'océan compte aussi particulièrement dans cette région du monde, et l'océan, il compte aussi beaucoup sur nous. Donc je vous remercie par avance de tout ce qui pourra être fait pour qu'on avance et plus rapidement possible pour un bel océan préservé pour l'avenir des futures générations. Merci. Merci beaucoup Valérie. Donc vous restez avec nous pour la première table ronde et la deuxième aussi d'ailleurs. Et donc j'appelle notre dernier intervenant, mais pas des moindres, Emmanuel, qui va peut-être pas nous faire un discours, mais plutôt une histoire, peut-être comme il a l'habitude de le faire, pour notre plus grand plaisir. Bon, bonjour. C'est difficile un peu de parler après les interventions précédentes. Néanmoins, bonjour. Je salue les autorités de l'État, de notre gouvernement, les autorités coutumières, et puis l'ensemble des chercheurs, des associations aussi qui participent de la connaissance, d'une meilleure connaissance de ce patrimoine-là qui est voilà, l'océan. Je vais intervenir sur... parce que je suis un garçon d'ici. Et puis, donc je suis directeur du centre et j'ai pensé partager avec vous une histoire. Parce que quand on parle de la recherche, on parle de la recherche, de la préserver pour nous les hommes. Et puis parce qu'on fait partie de ce tout. Il y a une histoire que mes oncles utérins ils m'ont racontée qui parle de l'origine du monde. Peut-être qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent cette histoire.
c'est l'histoire de Te Akanake. Au début, c'est mon grand-père qui me racontait cette histoire. Il dit qu'au début du monde, la Terre, elle tournait comme une spirale. Et puis, à un moment donné, il y a feu chaud et feu froid qui se rencontrent, qui se touchent. Et puis est projetée sur la Terre une pierre. Et puis ils disent que cette pierre-là, c'est la dent de la Lune. Et cette pierre, elle est tombée au milieu de... voilà, ici. Et puis elle tombe sur la Terre qui est recouverte par les océans. Et donc elle émerge à la surface. Et puis on dit que s'accumule à sa base des premiers vers qui sortent de la pourriture du sang qui coagule. Et puis les espèces sous-marines, elles sont nées de ce sang qui a pourri et puis qui est devenu vert. Et puis au bout d'un moment, l'eau, elle redescend. Il y a la décrue, puis on va voir apparaître ici au pays les premières grandes montagnes qui émergent. On parle de Yeouma, en haut de Bouraï, en haut de Hazareux, au milieu de la Grande Terre. On parle de Meori, entre Kanala et puis Mwendo. Et puis après, derrière, là-bas, Montpagné, et puis ici, Mont Humboldt. Et puis on dit que c'est ces terres-là, elles émergent et voilà, il y a déjà des espèces qui sont posées sur cette terre. On parle des cycas, on parle de la fougère arborescente, mais il n'y a pas d'espèces animales. Et les vieux, ils racontent que voilà, les premières espèces qui sont montées à terre, c'est des anguilles. Ils sont montés à terre et puis ils ont fait plusieurs mues. Et puis on a vu apparaître leurs pattes avant, les pattes arrière, et puis elles sont devenues, après plusieurs mues encore, esprits. Et puis nous, on est nés de ces esprits. On est les descendants de ces esprits-là. Il y a eu plusieurs noms de ces esprits. Te Akanake, Dui Purundoa, Boembealo, Dui Daulo, sur la région Païti jusqu'à Poum là-bas. Et pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que voilà, mes oncles, eux, ils descendent de Te Akanake. On dit que sa descendance, il y a plusieurs clans qui sont sortis, et puis dont le clan de ma mère. Donc, je raconte cette histoire parce que c'est aussi se rappeler que l'océan dont on parle, c'est pour nous, les insulaires, c'est quelque chose qui est intime, qui a un rapport à l'intimité de chacun. Peut-être que c'est galvaudé de dire ça, peut-être qu'on entend trop souvent que oui, voilà, les Océaniens, ils sont trop, je ne sais pas moi, ou romantiques ou trop, je ne sais pas. En tout cas, moi, je dis ce qui me concerne, moi, mon clan maternel, son histoire, elle est liée au requin. Je suis un hybride comme elle. Mon clan paternel, c'est l'anguille. Requin en bas au bord de mer, anguille là-haut à la vallée. Et donc, quand on parle de la préservation des espèces, on parle de préservation de la biodiversité, on parle de nous. Et tout déséquilibre qui est engagé en bas dans l'océan, il dérange aussi notre manière d'être sur Terre. Et c'est aussi se rappeler qu'il y a un esprit qui vit dans l'océan et qui habite toutes les espèces. Et ces esprits-là, ils nous parlent en particulier quand on est océanien parce qu'ils racontent notre histoire depuis les origines jusqu'au moment où on va partir. Quand je dis que c'est rappeler cette histoire, pas simplement à moi qui suis descendant direct de cette filiation depuis que la dent de la Lune elle a été projetée sur la Terre, mais c'est rappeler aussi à chaque fois qu'on fait les gestes qui marquent les grandes cérémonies coutumières chez nous. À Yengen, on parle du chemin que fait l'esprit quand il se détache de son enveloppe corporelle, il suit les rivières, il monte les lignes de crête et puis il saute en bas à la Wayem. Il saute en bas à la Wayem et puis en bas il y a un requin, il y a un personnage qui s'appelle Wai, qui est un requin, un énorme requin pèlerin qui emmène l'esprit retrouver le peuple des esprits où il y a toutes les espèces, comment dire, les vraies espèces végétales qui peuplent ce monde sous-marin. Donc c'est un petit peu rappeler ça et rappeler aussi que ce
préserver cet écosystème, c'est aussi se rappeler que nous faisons partie de ce tout. Rappeler qu'en tant qu'insulaire, on est aussi dépositaire de la préservation de ces savoirs, et le fait de bénéficier de l'éclairage que vous pouvez apporter, c'est une opportunité qui dépasse finalement tout ce qui a été les opportunités précédentes. Je dis en tant qu'insulaire, le rapport à la recherche, il y avait, j'ai dit tout à l'heure dans les gestes de la coutume, une forme de défiance. Défiance parce que rattachée aussi à l'administration qui était celle de la colonisation. Aujourd'hui, voilà, on s'avance de manière résolue dans une meilleure compréhension des enjeux qui sont rattachés à la compréhension de ce monde. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'en tant que directeur du centre, je prends la parole pour encourager chacun d'entre nous et chacune à rêver ce qui, pour les prochaines 75 ans, pourrait nourrir des approches qu'on n'a jamais envisagées. Donc c'est l'échange que l'on fait et que l'on renouvelle dans les gestes de la coutume, se dire qu'on est le chemin de l'autre. Voilà, je voudrais juste partager cette histoire parce que je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions où dans cette rencontre on va partager les traditions orales, mais c'est important de construire du sens. Donc c'est aussi l'objet de mon intervention, du sens par rapport à ce pourquoi on fait la recherche. Voilà. Je m'arrête là et puis merci. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle histoire fondatrice. Et vous pouvez rester parmi nous pour assister. Et donc, je vais vous abandonner aux mains d'Estelle. Et puis voilà, donc très bonne table ronde à tous. Alors n'hésitez pas à boire si vous avez soif, hein, vous avez tout ce qu'il faut devant vous. Le public, ça va? Tout le monde? Oui? Bon, super, tant mieux. Alors on va attaquer les premières tables rondes. Ça va, Claude? Tu es prête? Je vais vous montrer vite fait le programme. Donc on va prendre de la hauteur, voilà, en parlant de la biodiversité marine en Océanie et en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on va s'intéresser à un groupe particulier qui sont les tortues, qui sont des espèces migratrices, et comment est-ce qu'on fait pour faire de la conservation quand elles dépassent les frontières. On va s'intéresser à des groupes alimentaires, le thon, qui est l'or bleu du Pacifique, c'est Valérie Alain qui nous dira tout ça. Ensuite, plutôt climat avec les changements globaux qui se passent à l'échelle des océans. Et évidemment, quand on est dans un océan qui est immense, comment est-ce qu'on fait pour acquérir de la donnée et puis la partager de façon harmonieuse avec tout le monde. Alors, je vais inviter nos différents panélistes. Claude Perry, qui est directrice de recherche à l'IRD et qui est spécialiste des algues, biologiste marin. Comme tu veux, tu as plein de privilèges, Claude. Yves Le Tourneur, qui est professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et spécialiste aussi en biologie marine. Vous pouvez les applaudir, ça les encouragera. Tu veux. Marc Aurémus, qui est responsable du WWF en Nouvelle-Calédonie. Madame Valérie Alain, qui est chargée de recherche et spécialiste en halieutique à la Communauté du Pacifique. Christophe Menkès, qui est directeur de recherche à l'IRD et spécialiste du climat. Et enfin, monsieur Benoît Soulard, qui est délégué de l'IFREMER en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc moi je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils vont faire des présentations très très courtes et je peux vous assurer que c'est des exercices très difficiles et que j'ai été sur leur dos. Donc je les remercie chaleureusement pour tous les efforts qu'ils ont faits. Claude et Yves, c'est à vous de présenter, de faire votre présentation. Alors il faut prendre le micro, ça se passe comment? Oui, tu prends le micro. Et c'est moi qui... Alors merci Estelle, puis merci France. Merci à vous tous d'être aujourd'hui présents et puis je ne peux m'empêcher de remercier Emmanuel pour ses histoires qui sont toujours extraordinaires et ça va être un petit peu compliqué d'intervenir après lui. Il y aura sans doute beaucoup moins de poésie dans ce que je vais vous raconter. Alors Yves et moi-même allons vous entraîner dans les mers du Sud à travers une description de la richesse biologique mais également de son fonctionnement. Et replacer ceci dans l'Océanie et attirer l'attention sur la Nouvelle-Calédonie qui, comme vous le savez, est un
alors attendez, la flèche, là, est un haut lieu de la biodiversité marine. Alors, l'Océanie est remarquable à bien des égards, et le premier chiffre, parce qu'il faut donner des chiffres, il paraît que ça marque les esprits, celui que l'on peut donner, c'est que les récifs, les lagons et les atolls de la planète sont présents à 25%, c'est-à-dire un quart de ces écosystèmes sont présents en Océanie. Et la Nouvelle-Calédonie, eh bien, va évidemment, avec plein de superlatifs, 23 000 km² de récifs et de lagons, ce qui représente, au bien inscrit au patrimoine mondial, 60% de ces récifs et lagons. Ces récifs et lagons constituent 150 types de récifs. Alors vous me direz, 150, ça veut dire quoi? Eh bien, il n'y en a pas plus dans l'Océanie. Et vous avez 2 endroits, en Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord-ouest et puis Fidji à l'est, qui ont également 150 types de récifs. Ces coraux ont construit la plus grande barrière continue de corail, puisqu'elle mesure 1600 km autour de la Grande Terre. Et cet ensemble abrite 400 espèces de coraux bâtisseurs de récifs, parce qu'il y a des coraux qui ne bâtissent pas les récifs et on le verra un petit peu plus tard. Et pourquoi je vous donne ce chiffre? Eh bien parce que c'est la moitié des coraux que l'on connaît actuellement au plan mondial. Et évidemment, ce cortège se termine avec un chiffre de 20 000 espèces marines qui sont aujourd'hui décrites. Alors vous savez que la Nouvelle-Calédonie, c'est le temple des superlatifs, le plus grand lagon, le plus beau lagon, etc., etc. Mais pourquoi? Alors il y a quand même une explication, je ne vais pas toute la développer ici, mais vous renvoyez à cette carte-là qui représente la distribution des coraux à travers le Pacifique. Et depuis le triangle de corail, qui est rouge sur cette carte, et qui est le temple de la biodiversité, 75% des espèces connues s'y trouvent, et bien depuis ce triangle rouge, donc à l'ouest vers l'est, eh bien, on a une distribution qui décroît en nombre d'espèces. Alors là, ce sont les coraux, c'est le travail de Véron de 2015, mais on a la même chose pour les poissons, les algues, les mollusques, etc. Alors, ces récifs calédoniens, oui, c'est ça, sont extraordinaires. Vous avez ici d'ailleurs une vue magnifique de l'Ifou. Donc, ces tombants à Gorgone de l'Ifou, pris par Balesta. Ils sont extraordinaires parce que chaque fois qu'on y met la tête, on y trouve quelque chose. Donc, plus on cherche, puisque là, on est en matière de recherche, et plus on trouve. Alors, on trouve quoi? Alors, je vous ai fait le choix, parce qu'il fallait choisir, de 3 groupes. Alors, je les ai choisis pourquoi? Parce que les nudibranches, d'abord parce que c'est très beau, donc des mollusques sans coquille ou avec une coquille extrêmement discrète. Ces nudibranches, il y en a 1327 espèces en Nouvelle-Calédonie. Et la dernière mission du muséum à Koumak en a dénombré 692 espèces dans ce petit lieu de Koumak, ce qui est quand même extraordinaire. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les Philippines, donc situées dans le triangle de corail que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'était la référence avec 1200 espèces. Alors, youpi, on passe devant. Les poissons, c'est presque pareil. 2320 espèces de poissons avec un endémisme important, 5%. Et là, toujours en référence aux Philippines, qui ont 3125 espèces. Donc, vous voyez, on est encore en bonne place. Et puis, j'ai eu la faiblesse de parler des algues. Et je vous donne là le résultat de nos dernières recherches. Pour 4 familles d'algues qui sont illustrées de part et d'autre, eh bien, on a décrit 36 nouvelles espèces en Nouvelle-Calédonie et contre les 71 nouvelles espèces à l'échelle de l'océan Pacifique. Alors là, on a parlé de l'écosystème qui jouit de la lumière avec les coraux qui abritent des petites algues, les zooxanthelles, et qui construisent ces récifs. Là, on va partir dans l'oasis sans soleil, c'est-à-dire les grands fonds dont il a été d'ailleurs question à plusieurs reprises. Et ces grands fonds, un oasis, évidemment, avec encore des grands records. Et le record, je pense, important à rappeler ici,
c'est celui des espèces de coraux alors asymbiotiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas cette petite algue en symbiose. Donc 47 nouvelles espèces ont été décrites en Nouvelle-Calédonie et il y a 260 espèces ici, alors qu'aux Philippines, toujours la référence, on n'en a que 167. Alors ces fonds, c'est vraiment un réservoir immense d'espèces, et nouvelles pour la science, puisque plus on s'y intéresse et plus on en découvre. Il y a à chacune des expéditions des dizaines d'espèces décrites. C'est un milieu qui est extrêmement hétérogène, c'est pour ça aussi qu'il est si florissant. Et il y a une forte densité pour certains groupes d'espèces. Et alors la particularité, c'est que c'est une zone refuge, c'est-à-dire qu'on y a trouvé des espèces qu'on pensait disparues depuis le Jurassique. Et je vous ai donné ici 2 exemples. Un crinoïde, tout le monde connaît le crinoïde pédonculé, qui a été d'ailleurs dédié à notre collègue Richer de Forges, et une crevette. Eh bien, ces deux organismes, on les pensait disparus depuis le Jurassique. Et ils sont présents en Nouvelle-Calédonie. Alors, ces 2 écosystèmes que je viens de vous décrire très rapidement, ils sont évidemment connectés, mais ils sont connectés avec d'autres écosystèmes, et notamment avec la Terre. Et c'est Yves qui va vous parler de comment ils sont connectés et vous donner un bref aperçu de leur fonctionnement. Merci Claude. Alors un bref aperçu effectivement, puisque on est limité dans le temps et il y a Estelle qui nous surveille. Donc le point que je vais pas insister beaucoup sur les chiffres, je voulais plutôt insister sur justement la connexion, les interactions qui existent entre ces écosystèmes, parce que un point qui me paraît important, c'est d'avoir l'esprit que rien n'est isolé et tout est connecté. Et ça fait d'ailleurs référence à notre propre position, à nous, humains, au regard de ces écosystèmes. Alors, j'ai choisi de vous présenter les 3 exemples. On a des 3 exemples, parmi sans doute d'autres possibles, et ce n'est pas exhaustif, mais d'insister un peu sur ces interactions, ces connexions, sur ces écosystèmes, qui sont sans doute fortes, peut-être davantage qu'on l'imagine, mais pour lesquelles, j'ai mentionné que c'était peu étudié, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces interactions entre, d'une part, par exemple, les milieux pélagiques et les récifs côtiers. Les récifs côtiers et ceux qui sont profonds, ils sont profonds 2 fois d'ailleurs sur la diapo, je ne sais pas pourquoi, et sur les récifs côtiers, les herbiers et les mangroves. Et je vais vous donner un petit focus simplement à travers de juste 3 diapositives sur ce type d'interaction. Alors la première interaction que j'ai choisi de vous présenter, c'est au travers de l'exemple des oiseaux marins qui présente finalement un exemple de lien trophique ou de lien alimentaire, si vous préférez. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils constituent localement des populations qui sont parfois abondantes, voire très abondantes. Les Chesterfield, les îlots Entrecasteaux ou la presqu'île Pinday, par exemple. Ils pêchent dans le lagon, bien sûr, mais ils pêchent aussi bien au-delà du lagon, donc en haute mer. Et de ce fait, ils vont constituer véritablement un maillon important, un couplage, ce qu'on appelle un couplage, entre un milieu pélagique, la haute mer, et les milieux côtiers. Alors comment ça peut s'illustrer ? C'est un petit peu la diapositive que vous avez en bas à gauche. Donc lorsque les oiseaux reviennent à terre pour se reposer, pour nicher, pondre leurs œufs lorsque c'est la saison, etc., ils font aussi leurs petits besoins. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle communément le guano. Et le guano, c'est quelque chose qui est très très riche en éléments nutritifs. C'est un engrais naturel extrêmement intéressant. Et ce qui va permettre, par exemple, de fertiliser la bande côtière, qui va permettre à cette végétation au moins de se maintenir, voire de se développer. Et en même temps, avec les phénomènes de ruissellement, de percolation, ces éléments nutritifs issus du guano vont enrichir aussi les récifs côtiers et vont booster un petit peu la dynamique de ces récifs. Donc il y a des travaux qui ont été faits par les collègues de l'IRD, en particulier sur cette thématique. Deuxième exemple que je voulais évoquer rapidement, c'est celui des récifs profonds. Donc j'entends par là des récifs qui sont non pas les grands fonds marins qu'a évoqué Claude, mais plutôt aux alentours d'entre 40 et 100 mètres de profondeur à peu près, qui sont des milieux qui sont très peu étudiés pour des raisons essentiellement logistiques, mais pour lesquels il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes, notamment des populations qui présentent un intérêt halieutique. Vous avez ici 2 exemples de Vivano, donc qui est peut-être l'une des meilleures illustrations de cette situation, ou bien des espèces d'intérêt patrimonial. Ça peut être des coraux profonds, ça peut être des nautiles, par exemple.
et autres, et qui présente également deux intérêts, enfin un double intérêt plus exactement, qui est celui d'être probablement une zone refuge. Donc je dis probablement parce qu'on a encore des interrogations, c'est pour ça qu'il y a aussi un point d'interrogation dans le titre de la diapo, pour des coraux, des invertébrés, des poissons, etc. Et de ce fait, une des questions, j'allais dire d'actualité pour le coup, c'est de savoir si ces récifs profonds constituent un potentiel fort de résilience des récifs vis-à-vis de changements climatiques lorsqu'il y a des mortalités coralliennes suite à des phénomènes de blanchiment, par exemple, ou des pollutions. Une des questions qui se pose, c'est de savoir si ces espèces ou ces populations profondes sont en mesure, par l'intermédiaire des larves, des juvéniles, etc., de remettre en état nos récifs de surface. Et enfin, un dernier exemple que je voulais évoquer rapidement, c'est l'exemple de la mangrove, donc qui illustre véritablement ce que j'ai mentionné, une connexion entre la terre et la mer, ou les récifs d'une manière générale. Donc c'est un vrai milieu de transition entre la terre et la mer. On a ici en Nouvelle-Calédonie la chance d'avoir des mangroves qui sont encore relativement bien préservées, dans l'ensemble en tout cas, sur à peu près 35 000 hectares, donc ça représente quand même des surfaces importantes, essentiellement sur la côte ouest, pour des raisons de topographie que vous connaissez tous et toutes, je suppose. Et qui est important ici à mentionner, c'est qu'on a affaire à un écosystème dans lequel on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes de nurserie ou de nourricerie, si vous préférez ce terme-là, pour beaucoup d'espèces de poissons coralliens qui vont grandir à l'état de juvéniles à l'abri entre les racines de palétuviers, par exemple, et qui, une fois atteint une certaine taille, va repartir dans le lagon sur les herbiers, les fonds meubles ou sur le récif lui-même, selon les espèces. Mais c'est également un écosystème dans lequel viennent se nourrir un certain nombre de prédateurs, eux, qui sont typiquement récifaux, des loches, des becs, des carangues, éventuellement des requins. Et encore une fois, au travers de ces exemples où j'ai zappé complètement les chiffres, ce qui est important, c'est cette notion d'interconnexion qu'il y a entre les différents écosystèmes. Et je vais redonner la parole à Claude pour revenir sur quelques éléments marquants. Merci. Oui, alors, ce qui est important de rappeler ici, c'est que si la Nouvelle-Calédonie est le temple de tous ces superlatifs, c'est de façon intrinsèque, on l'a vu, proche du triangle de corail, mais c'est aussi parce qu'elle est particulièrement bien étudiée. Et je pense que c'est important ici de rappeler, alors encore quelques chiffres, vous m'en excuserez. Alors j'ai fait un calcul sur les 15 dernières années et on a 178 campagnes océanographiques dans l'océan Pacifique et il y en a eu 140 en Nouvelle-Calédonie. Alors toutes disciplines confondues, bien évidemment. Au niveau de la biodiversité, au cours de 38 campagnes, toujours dans cet espace de 15 ans, il y a 4000 descriptions d'espèces, alors là, profondes. Donc ce sont des chiffres extrêmement marquants. Donc tout ça, ça rappelle que les chiffres que je vous ai donnés au départ, sont des chiffres qui sont voués à évoluer. Et tout ceci représente plus d'1 millier de publications scientifiques. Et je trouvais intéressant de dire qu'il y a au moins 50 thésards qui ont été formés en Nouvelle-Calédonie au cours de cette période. Et avec Christophe, on a essayé de comptabiliser. Il y en a peut-être la moitié qui sont restés dans le domaine de la recherche. Alors la science, oui. Alors attendez, je ne suis pas très dégourdie en fait. On fait comment ? Là, voilà. Alors des recherches calédoniennes, oui, mais pas pour de la recherche pour se faire plaisir, en appui aux instances locales, mais également internationales. Et je pense que là, c'est important d'insister. D'autres l'ont dit avant moi. Évidemment, la science a aidé à la création des zones, à l'inscription des zones patrimoine mondial, à la déclaration du parc naturel de la mer de Corail, mais également, par exemple, au Code de l'environnement de la Pile, enfin, un certain nombre d'expertises, de recherches en réponse aux collectivités. Donc ça, c'est à l'échelle locale. Et à l'échelle internationale, contribue, par exemple, à l'IUCN sur les listes rouges des espèces en danger, au GIEC, plusieurs collègues participent aux différentes commissions, à l'UNESCO, je le disais il y a un instant, avec l'inscription du bien calédonien, à l'UNEP, etc. Donc voilà, je pensais qu'il était important de dire que
On en est là aujourd'hui parce qu'il y a des efforts de recherche. Et évidemment qu'on ne peut que s'aligner derrière ce que Emmanuel et Valérie Verdier ont dit, qu'il faut évidemment continuer cet effort de recherche, quoi qu'il en coûte. Et je vais même rajouter, pour la petite anecdote, pour les photos là, que vous voyez à gauche, c'est une photo qui a été prise le jour de March of Science. Et c'était un mouvement mondial où tous les chercheurs du monde faisaient en même temps une photo pour dire qu'ils participaient à la science. Et donc, il y avait un petit écriteau March of Science. Et c'était les chercheurs calédoniens sur le bateau, en mer et sur les îlots qui ont tous pris cette photo. Et ça fait partie des tweets qui ont les plus été retweetés dans le monde de ce jour-là. Donc, voilà, c'est pour le souligner. Donc merci Claude et Yves. Je vais les remercier en mettant une petite illustration. Elle a été faite par la fille de Yves, qui est là. C'est une illustratrice professionnelle. Et, elle fait un travail extraordinaire. Elle s'appelle Hélène Lett. Donc je pense que Yves, tu peux être très fier de toi. Et c'est moi qui lui avais passé commande pour ma carte de vœux. Et je voulais vraiment illustrer la biodiversité marine parce qu'en fait, les sciences, c'est pas que austère. On peut créer de l'émotion grâce aux artistes. Et Hélène est une très belle artiste scientifique. Et je lui ai donné comme mot d'ordre d'illustrer le lagon calédonien, que ce soit à travers les îlots ou Claude qui est sous l'eau et que vous voyez ici en illustration. Merci beaucoup. Je vous invite à vous séduire. Alors, on va prendre la suite. Marc Auremus, qui est responsable du WWF en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Estelle, bonjour à tous. On estime que dans le monde, il existe à peu près 8 à 10 000 espèces que l'on considère comme étant des espèces migratrices et qui, de par leur grand déplacement, forcément entraînent de grands challenges en termes de gestion, de protection de ces espèces. En effet, selon l'endroit où on se trouve, les endroits qu'elles vont fréquenter, les pressions, les usages, les menaces vont souvent varier, de même que finalement les mesures de protection en vigueur, selon les endroits où elles vont se trouver, ne vont pas être nécessairement les mêmes. Idéalement, ça veut donc dire que la gestion de ces espèces migratrices, elle devrait être dimensionnée à l'échelle de la globalité de leur habitat respectif, pour éviter notamment que des efforts de gestion déployés sur une géographie donnée ne soient annihilés par des pressions qu'elles rencontreront ailleurs au cours de leur périple, comme par exemple l'exemple illustré ici pour ces tortues luttes qui sont protégées en Indonésie sur leur site de ponte et par ailleurs harponnées lorsqu'elles sont en mer. Donc ça, c'est un challenge qui est effectivement très bien identifié chez les tortues marines. Et je vais ici, du coup, vous introduire rapidement un cas d'étude calédonien qui illustre ces enjeux et aussi comment l'acquisition de connaissances peut contribuer à y répondre. Alors, lorsque l'on veut améliorer la gestion d'une espèce migratrice, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. D'une part, où sont les habitats prioritaires qu'utilisent réellement ces espèces migratrices ? D'autre part, quelles sont les menaces qui vont être identifiées, qui vont prévaloir sur ces habitats particuliers ? Et enfin, bien sûr, qui a la charge de la gestion de ces habitats en question ? Or, on voit bien dans notre région que l'ampleur du champ des possibles est assez énorme, particulièrement pour des espèces migratrices aquatiques, du fait de cet espace marin extrêmement vaste et ouvert. Alors, ces questions, nous nous les sommes posées concernant les tortues marines originaires de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire celles qui sont nées sur nos plages, mais qui vont également y revenir pour s'y reproduire une fois qu'elles seront adultes. Alors entre les deux, ces tortues vont énormément voyager. Elles passent d'abord de nombreuses années en pleine mer, dans l'océan, à parcourir des milliers de kilomètres, avant finalement de se rapprocher des côtes, où elles vont finaliser leur croissance et sélectionner, identifier une zone qui va devenir leur zone d'alimentation, auquel elles vont être fidèles pour l'ensemble de leur vie. Mais finalement, en fonction des pérégrinations qu'elles vont avoir sur les premières années de vie, ce site d'alimentation, il peut se situer vraiment à plusieurs milliers de kilomètres de leur zone de naissance. Et c'est pour cela que, finalement, une fois adultes, ces tortues marines vont vraiment s'engager dans un cycle migratoire aller-retour entre leur site d'alimentation
et leur zone de naissance, qui en l'occurrence pour ces espèces est également leur zone de reproduction. Alors si on s'est intéressé à cette question, c'est parce que la Nouvelle-Calédonie, elle porte vis-à-vis de ces espèces une responsabilité véritablement internationale, du fait notamment de l'importance majeure des sites de ponte qu'elle héberge pour 2 espèces, la tortue verte et la tortue kawan, que localement on appelle plutôt la tortue grosse-tête. On répertorie en particulier 6 zones de ponte là, qui sont identifiées sur la petite carte là-bas, qui du coup, pour l'une ou l'autre des espèces, donc en rouge pour les tortues kawan et en vert pour les tortues vertes, et qui sont donc des zones qui contribuent vraiment de façon très significative au renouvellement des populations, pas que pour la Calédonie, mais vraiment pour l'ensemble du Pacifique Sud. Donc pour apporter des réponses aux questions qui ont été posées précédemment, eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déployé avec l'aide et la collaboration notamment des collectivités, de l'Aquarium des Lagons, des associations locales, eh bien, on a déployé un très gros effort pour équiper 80 tortues femelles de balises satellites sur 5 des 6 zones qui sont représentées ici, et ce, dans le but d'identifier les principales routes migratoires et les principales zones d'alimentation utilisées par ces tortues calédoniennes. Ça nous a donc permis d'obtenir cette cartographie des déplacements. Alors pour les tortues vertes, logiquement les lignes en vert, et les tortues kawan, les tortues grosses têtes, les lignes en rouge, qui ont donc été balisées sur leurs sites de ponte respectifs, que j'ai matérialisés par des petites étoiles ici, et on constate tout de suite l'emprise vraiment régionale de ces déplacements, et on peut également en déduire un certain nombre d'informations qui sont réellement utiles pour éclairer la gestion de ces espèces. Alors on observe notamment qu'il y a des différences notables entre les déplacements des 2 espèces, et puis on voit aussi qu'il y a des zones d'intérêt particulier en termes de routes migratoires. Donc ces informations, elles vont ensuite pouvoir être utilisées pour notamment identifier et prioriser des menaces particulières selon ces zones d'intérêt sur lesquelles, bien évidemment, il conviendrait de concentrer les efforts de gestion pour améliorer réellement leur protection. Alors ces données, elles nous permettent également de localiser précisément les sites d'alimentation des tortues balisées. Ici, c'est matérialisé par différents petits symboles de couleurs et de formes différentes selon l'espèce et le site de ponte initial. Et donc, à travers ça, d'identifier les principales zones où nos tortues se nourrissent et passent finalement l'essentiel de leur vie adulte. Cette information, elle est réellement cruciale car elle permet notamment de cibler les principaux interlocuteurs qui sont concernés par la gestion de ces espèces. Et en l'occurrence, dans notre cas, il va s'agir de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et finalement de la Nouvelle-Calédonie elle-même, puisque ces résultats ont montré que beaucoup de nos tortues finalement restent dans le périmètre de la Nouvelle-Calédonie, même si leurs sites d'alimentation et leurs sites de ponte ne sont pas nécessairement sous la charge du même gestionnaire en fonction des provinces, du parc, etc. Voilà, en conclusion de cette petite présentation, l'intérêt de ce type d'études, il réside vraiment dans le fait que, malheureusement, les grandes mesures, les grands engagements internationaux montrent quand même leurs limites en termes d'efficacité pour répondre aux enjeux régionaux de conservation des espèces migratrices. Mais c'est aussi vrai d'une manière générale pour la conservation de la biodiversité et des ressources. Or, obtenir le type de connaissances que j'ai pu vous présenter dans cet exemple peut permettre en revanche d'agir à plusieurs niveaux. Notamment, ça peut permettre de mieux cibler la géographie, la nature des efforts à déployer pour améliorer de façon vraiment ciblée la gestion de ces espèces, de ces enjeux. C'est aussi une façon très concrète d'établir des connexions entre des co-gestionnaires qui malheureusement souvent ne connaissent pas ce lien qui peut les unir, cette co-responsabilité. Et enfin, j'ose dire aussi que ce type de connexion, c'est une façon d'officialiser ces responsabilités partagées entre des gestionnaires de différents lieux. Et ça peut réellement permettre aussi d'enclencher certains leviers qui sont des fois un petit peu difficiles à actionner lorsque finalement les connaissances ne sont pas disponibles et que l'on n'est pas mis face à ces responsabilités. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'en profite bien sûr pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à ce projet et l'ont rendu possible. Merci. Merci, Marc. Super. Parfait.
Alors c'est vrai qu'il y a des spécialistes du thon, des oiseaux marins, des baleines, et ça peut être intéressant un jour de regarder si les routes migratrices se croisent, se superposent. Je vais passer la parole à Valérie Alain de la communauté du Pacifique. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous brosser un portrait rapide de la ressource thonière dans le Pacifique. C'est une ressource très importante dans notre région. Et juste pour commencer, vous expliquer que en fait, les ressources thonières dans le monde sont gérées par zone géographique. Vous voyez sur cette carte la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, qui est située à l'ouest de la ligne jaune ici, qui va gérer l'ensemble des ressources thonières dans notre zone. Et donc, elle va réunir l'ensemble des pays frontaliers ou des pays côtiers et des pays pêcheurs de cette zone pour gérer ensemble la ressource thonière. Donc quelques chiffres pour cette zone. En 2020, 2,7 millions de tonnes de thon ont été capturées dans cette région, ce qui représente 52% des captures mondiales. Donc c'est vraiment pour vous souligner l'importance de la zone. Juste à titre de comparaison, en Nouvelle-Calédonie, cette année-là, on avait environ 2700 tonnes de capture de thon et autres grands prédateurs. Cela représente donc dans la région environ 2500 bateaux de pêche et plus de 20 000 emplois. Et en Nouvelle-Calédonie, comme ça avait été déjà évoqué, on a actuellement 19 palangriers qui sont autorisés à pêcher dans nos eaux. Pour certains pays comme Tokelau et Kiribati, les revenus des pêches thonières et notamment des licences de pêche peuvent représenter plus de 70% des revenus des gouvernements. Donc c'est vous dire l'importance de la chose. Et puis j'en profite pour dire que hier, le 2 mai, c'était la journée mondiale du thon. Donc ça existe. Et dans certains pays, notamment dans le Pacifique équatorial, en Papouasie, au Salomon, c'est un événement très important. Il y a des concours qui sont organisés, des concours de chant, de poésie. Il y a des fêtes très importantes qui sont organisées pour la journée mondiale du thon. Donc c'est quand même quelque chose qui tient à cœur à tout le monde. Et donc dans cette région, on a principalement 4 espèces de thon. Notamment le thon germon ou le thon blanc, qui est l'espèce qui est principalement pêchée en Nouvelle-Calédonie. C'est une espèce tempérée. Et puis on a 3 espèces tropicales qui sont le thon bachi ou le thon obèse, le thon jaune et la bonite à ventre rayé. Donc les thons vivent en banc, peuvent effectuer des migrations de très longue distance, sur plusieurs milliers de kilomètres. Et vont pouvoir aussi plonger assez profondément. On a un champion un peu toute catégorie qui est le thon obèse, qui a été enregistré jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est aussi l'espèce qui grossit le plus parmi ces 4 espèces, peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, peser 200 kg, et puis peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années. Donc les thons vont évoluer dans leur milieu, à la fois vont se déplacer de manière géographique et puis en profondeur pour s'alimenter. Alors actuellement, le travail que l'on fait sur le statut des stocks nous indique que dans notre région, en fait, les stocks ne sont pas surexploités. Donc on est avec un état de santé des stocks de thon qui est plutôt très bien dans la région Pacifique ouest et centrale. Mais il faut bien noter que les captures sont quand même à un niveau très élevé et les recommandations de la Commission sont de ne pas augmenter ces captures. Donc ces informations, on peut les déduire du travail de suivi des pêches qui est effectué. Donc chaque bateau de pêche va devoir déclarer ses captures et puis l'ensemble des pays de la zone, pays et territoires, vont mettre en place des systèmes de suivi, notamment avec des programmes d'observateurs qui vont en mer, comme c'est illustré ici, pour prendre des mesures, et puis des programmes d'échantillonnage au port. Donc l'ensemble de ces données constitue un suivi des pêches qui est vraiment primordial pour faire le suivi des espèces. Et puis, c'est aussi important de s'occuper pas seulement des espèces qui sont capturées, mais de l'ensemble du milieu, donc de ce qu'on appelle l'écosystème, et de bien comprendre en fait et de bien suivre comment évolue cet écosystème dans lequel le thon évolue
et notamment son alimentation. Et c'est l'illustration que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle le micronecton. Ce sont des organismes qui font moins de 20 cm. C'est un mélange de poissons, de calamars, de crustacés qui constituent l'alimentation des thons, et puis aussi de beaucoup de grands prédateurs comme les oiseaux marins, les mammifères. Et tous les grands poissons vont s'alimenter sur ces ressources-là. Et notre travail de scientifique, c'est de faire ce suivi donc sur la ressource alimentaire du thon, mais aussi tout ce qui est l'océanographie physique et chimique de l'océan, et de rassembler l'ensemble de ces données pour pouvoir faire des modèles et comprendre comment tous ces éléments fonctionnent ensemble, et pour pouvoir faire un suivi, notamment face au changement climatique, et puis aussi comprendre l'impact de la pêche sur le thon et puis sur tout son système. Donc ça, c'est un travail que l'on fait notamment grâce à des campagnes en mer. Donc je voulais juste finir sur les défis majeurs qui restent à relever sur cette thématique du thon. Le maintien des observations sur le long terme, et ça c'est vraiment un terme important, le long terme, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour qu'on puisse prendre des décisions. Et donc que ce soit au niveau de la pêche ou au niveau de l'écosystème, ça reste vraiment très important de continuer à faire ces observations. Ces observations, on va les intégrer dans des modèles et on va améliorer ces modèles. Et puis ça nous permettra de faire de meilleures prédictions, des prédictions plus fiables sur l'impact du changement climatique et de la pêche, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et juste pour finir, la gestion durable de la ressource, c'est quand même c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permettra aussi de continuer à pouvoir profiter de ces ressources et à les voir continuer à se développer. Donc voilà pour un petit portrait du thon dans la région. Je vous remercie. Merci Valérie. C'est parti. Christophe. Merci. Christophe Menkes. Merci, bonjour. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Valérie, parce qu'elle est très posée. Et moi, je le suis un peu moins. Donc là, je vais vous parler, je vais vous donner quelques notions du devenir de l'océan face en fait, au changement climatique, plus que le changement global. Et j'ai 5 minutes pour le faire, donc autant dire qu'il ne va pas y avoir un grand contenu. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que moi je travaille beaucoup avec des courbes, donc vous allez voir plein de courbes. Alors, je vais essayer de les expliquer quand même, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire ça. Donc, ce que je voulais dire en préambule, c'est que le niveau de CO2 mesuré a atteint un record en 2021, et tous les ans il a atteint un record. C'est les niveaux les plus élevés mesurés depuis les 3 dernières millions d'années, donc ça fait un certain temps. Et en 150 ans, la température de l'océan, de l'atmosphère a augmenté à un taux record, avec une rapidité jamais vue dans l'histoire géologique mesurée, 10 fois supérieure à ce qu'on a déjà enregistré. En bas, vous avez le graphique des émissions depuis 40 ans des gaz à effet de serre d'origine fossile, donc depuis en noir. Vous voyez que ça augmente, bon, c'est ce que je viens de dire. Et pour comprendre ce qu'il y a dans le futur, donc l'impact du changement climatique, le GIEC a défini 5 trajectoires, qui sont des trajectoires sociétales, qui inclut le développement des villes, le développement des émissions, le développement de l'industrie économique, etc. Ça va de 1 à 5. Il y en a un qu'on qualifie de durable, parce qu'il conduit la température de la Terre à plus 1,8 degré à l'horizon 2100. C'est le graphique du bas. Vous voyez la courbe bleue, ça c'est l'émission de gaz à effet de serre qui correspond au scénario durable. Alors pour avoir ce scénario durable, il aurait fallu en 2020 commencer à décroître nos émissions de CO2 à l'échelle globale. Or, vous voyez que la courbe noire, manifestement, ne montre pas cette décroissance. Et en fait, on est plutôt sur cette trajectoire-là, et ça, c'est un triste constat qu'a fait le GIEC, qui vient de paraître et qui avait été fait l'année précédente, c'est qu'on est sur la trajectoire. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, c'est bon. On est sur la trajectoire qui nous conduit, à l'heure actuelle, à une augmentation de la Terre d'environ 3,1 degrés, avec une incertitude, c'est important de donner l'incertitude, entre 2,4 et 3,7 degrés en 2100. Donc 3,1 degrés, et ce scénario, on va l'appeler probable, plutôt que durable, parce que c'est celui sur lequel nous nous trouvons. Alors, pour le Pacifique Sud, je vous ai montré les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Pour le Pacifique Sud, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis les 2 scénarios. En bleu, c'est le durable. En rouge, c'est le probable.
Et en bas, c'est la carte qui représente la température de surface de l'océan en 2080 dans les modèles de climat. Donc, dans le scénario durable, 2080, vous voyez la carte de l'océan, on reconnaît les eaux chaudes en haut dénotées par le orange, les eaux froides en bas de la carte dans des latitudes plus au sud dénotées par des couleurs plutôt bleutées. Nouvelle-Calédonie se trouve entre les deux. Sa température, dans le scénario durable, en 2080, sera d'environ 25,5 degrés en moyenne. On voit l'évolution de ces températures dans toute cette zone-là, dans le graphique du haut. Et sur le scénario rouge, qui est le scénario probable sur lequel nous nous trouvons, on atteindra 2 degrés en plus par rapport à l'ère pré-industrielle en 2050, 3 degrés en 2075, jusqu'à atteindre 3,4 degrés en moyenne en 2100, avec une incertitude qui est dénotée par les pointillés. Donc voici l'image du scénario probable en 2080, qui contraste avec le scénario durable. Donc il y a une bonne nouvelle, hein, vous le voyez sur l'écran, puisqu'il faut en trouver, c'est que ce sera l'été tout le temps en 2080 en Nouvelle-Calédonie. On n'aura plus besoin de s'habiller pour nager. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, alors, ce que je vous ai montré sur la température de surface, en fait, c'est un signal climatique qui a déjà atteint les 700 à 800, peut-être les 1000 premiers mètres de l'océan. Donc c'est un signal qui s'enfonce dans l'océan avec une inertie supérieure à l'atmosphère. Évidemment, on se pose tous la question de l'impact de ces changements climatiques sur les écosystèmes en règle générale, sur la manière dont on peut s'y adapter, et même si on peut s'y adapter, si les écosystèmes peuvent s'y adapter. Alors, à cette évolution lente, il se superposent des phénomènes à beaucoup plus haute fréquence, qu'on appelle des phénomènes extrêmes en particulier. Et ici, je vous présente un phénomène extrême qui s'appelle les vagues de chaleur marine, qui sont en fait des canicules marines qui correspondent tout à fait à ce qu'on a dans l'atmosphère, des canicules atmosphériques. Donc, vous voyez le graphe, la chronique temporelle, là, qui illustre le fait que, par moment, eh bien, nous avons des périodes de température plus chaudes qui peuvent durer un certain temps et qui vont bien au-delà des moyennes saisonnières et qu'on appelle les canicules. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on a la chance, comme les intervenants précédents l'ont dit, d'avoir un système d'observation qu'on a commencé dès 1957 à Lansvata, et c'était Pierre Wagna qui allait récupérer au seau à Lansvata la température et qui la mesurait avec un thermomètre. Et donc, j'honore sa mémoire ici, puisque Pierre est décédé il y a 2 ans, je crois. Et donc, on a cette chronique temporelle qui montre en même temps la lente propagation des températures depuis 1950, et puis, vous voyez ces oscillations, dont une est marquée en rouge et qui correspond à une de ces vagues de chaleur marine en 2016. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est quelle va être l'évolution, en plus de l'évolution lente, l'évolution de ces événements dits extrêmes dans le futur. Alors, je continue la série temporelle. Vous voyez en bas, là, la chronique temporelle qui continue avec la lente évolution des températures sur lesquelles se superposent ces événements extrêmes. Donc, on prévoit dans le futur des événements extrêmes en moyenne dans le Pacifique dont l'intensité, la fréquence et le nombre va augmenter en fonction du scénario. Pour vous illustrer ce que je dis en fonction du scénario, vous avez ce graphique sur la droite où sont notés les 2 scénarios, en bleu le scénario durable et en rouge le scénario probable. Et on voit en fait que pour un scénario durable à 1,5 degré en plus sur la planète, on a une augmentation de ce nombre de vagues extrêmes de 20. C'est-à-dire que pour plus 1,2 degré, on a 20 fois plus d'événements extrêmes de ce type. Et pour un scénario à plus 3,5 degrés sur lequel on se trouve, on a 70 fois plus de ce type. Donc il y a une très forte non-linéarité, on dit ça comme ça, de la réponse des événements extrêmes. Alors heureusement, on a dans la salle quelqu'un qui va s'y intéresser pour la décennie à venir, Sophie, et vous la reconnaîtrez parce qu'elle a une coiffure très particulière. Oui. Alors on étudie ces choses-là pas seulement pour comprendre le climat, mais on étudie également pour leurs impacts sur les écosystèmes. Donc la vague de 2016, elle a eu cet effet-là en Nouvelle-Calédonie. C'est un blanchissement massif sur toute la Nouvelle-Calédonie des coraux. Et en fait, et nous avons également des spécialistes ici qui étudient ces phénomènes de blanchissement. On voit Claude et on voit également Fanny. Et en 2016, 90% des coraux qui avaient blanchi ont récupéré, parce que la vague de chaleur n'a finalement pas duré très longtemps, même s'il était intense.
Par contre, en Australie, durant la période 2016-2018, 50% des coraux peu profonds ont définitivement disparu. Donc ça pose la question de, avec l'augmentation que je vous ai montrée de la fréquence et du nombre des événements extrêmes dans le Pacifique, de ces vagues de chaleur, qu'est-ce qui va se passer pour les récifs? Qu'est-ce qu'on prévoit? Alors, c'est dommage parce que c'est la courbe la plus compliquée, mais c'est aussi la plus intéressante. Donc vous voyez ici deux courbes. Vous avez la chronique temporelle qui va de 2020 à 2100. La courbe bleue représente le pourcentage de surface blanchie par an dans le scénario durable. Et la courbe rouge représente le pourcentage de coraux blanchis au niveau mondial dans le scénario probable. Alors si on regarde les deux pointillés, dans le scénario durable sur la courbe bleue, en 2040, on prévoit que 30% des coraux globaux blanchiront tous les ans. En 2050, on prévoit que ce sera 60% des coraux qui blanchiront tous les ans dans le scénario durable. Dans le scénario sur lequel on se trouve, on prévoit qu'en 2040, 60% des coraux à l'échelle globale blanchiront tous les ans. Et en 2050, on aura 100% de tous les coraux globaux qui blanchiront tous les ans, c'est-à-dire un blanchissement des coraux tous les ans. Et il est probable que ces blanchissements répétés conduisent à la mort définitive des coraux. Donc finalement, on a quand même de très très mauvaises nouvelles sur les coraux. Dans l'état actuel de nos connaissances et des publications, la communauté est extrêmement pessimiste sur l'avenir des coraux. Et on n'a pas d'option possible, c'est-à-dire que la température a commencé d'augmenter, elle va continuer d'augmenter et les coraux vont blanchir, les coraux vont mourir. Bon, je ne sais pas quoi dire de... Donc, on parle de l'ODD 14, on parle de scénario durable. Eh bien, malheureusement, pour certains écosystèmes, ça ne va pas être le cas. On ne va pas pouvoir, moi, c'est mon opinion, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. La première des actions, ce n'est pas l'adaptation, ce n'est pas l'atténuation, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est absolument crucial, c'est ça. C'est le seul moyen d'action qu'on ait réellement pour empêcher cette mort annoncée à 3,1 degrés. Et encore, ce ne sont que les coraux. Bon, c'est ce que je viens de dire. Hein, ce qu'on appelle un scénario durable, et pas forcément, ça dépend des écosystèmes qu'on considère. Là, je vous ai montré juste en fait le cas des coraux, mais en fait, il y a tout l'écosystème corallien derrière, et on ne se connaît quasiment rien de l'effet, notamment de l'évolution des températures, du pH, etc., sur le reste de l'écosystème. Donc ça va être quand même un grand challenge pour nous dans les 10 années à venir. Alors oui, je n'ai pas évoqué des choses qui sont aussi extrêmement importantes et qui préoccupent en premier lieu toutes les populations, en Nouvelle-Calédonie en particulier, par exemple la vulnérabilité côtière et l'érosion. Et ça va aussi nous occuper une partie de notre temps dans les 10 prochaines années. On se dit toujours, est-ce qu'on peut se tromper? Et je serais bien content qu'on puisse se tromper. Je ne pense pas qu'on puisse se tromper sur les évolutions à grande échelle dans le Pacifique des variables que je vous ai montrées. Par contre, là où on peut se tromper parce qu'on ne le connaît pas, c'est la distribution à fine échelle qu'on trouve dans les lagons en particulier, parce que pour l'instant, on n'est pas capable, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les outils pour comprendre ce que vont être les projections climatiques à fine échelle dans les lagons. Et donc ça va également nous occuper une grande partie de notre temps dans les 10 prochaines années, Sophie en particulier. Alors moi, je voudrais dire quand même que les rapports du GIEC et le questionnement scientifique, ça a été à la base de ce dont on discute là. C'est-à-dire que sans les scientifiques qui se sont alarmés de ce qui allait se passer, en faisant tout un tas d'études sur le climat, eh ben, on n'aurait pas cette mobilisation citoyenne et les questions qui sont à la base de cette table ronde. Et enfin, pour finir, je veux dire que c'est quand même, on est à un espèce de charnière très intéressante. Le changement climatique, ça touche tout un tas de domaines. Ça touche les sciences naturelles, ça touche les sciences humaines et sociales, ça touche la décision politique. Donc on est dans une espèce de nœud où il faut composer avec toutes les forces en présence et essayer de comprendre toutes les forces en présence. C'est extrêmement compliqué. Et une des peurs que j'ai en termes de chercheurs, c'est que si on passe une grande partie de son énergie à s'impliquer dans la politique publique, à essayer de comprendre des choses, et c'est indispensable puisque ça nous concerne tous, et ben j'ai peur qu'on perde également notre spécificité de chercheur et les compétences qui fait notre travail au quotidien, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc ça, ce sont des questionnements plus personnels que je me pose
autour de ces questions changement climatique et de nos implications dans la politique publique. Merci. Merci beaucoup, Christophe. C'est bon? Gros effort de présentation. Alors, hop, c'est bon, Benoît. Eh bien, merci Estelle, merci à tous. Benoît Soulard. Immensité de l'océan, un défi pour l'acquisition des données et le partage des savoirs. Quelle que soit la thématique, comme on vient de le voir, qu'il s'agisse de réchauffement climatique, de biodiversité, d'espèces emblématiques ou de préservation des ressources, tous les travaux de recherche et toute mesure de gestion nécessitent d'acquérir des données. Mais les moyens déployés pour obtenir ces informations nécessitent de relever un grand nombre de défis, des défis notamment pour disposer de données représentatives au niveau spatial. 70% de la surface du globe est recouverte par les océans et comme l'a déjà dit Claude, 25% des récifs, atolls et lagons de la planète se trouvent en Océanie. Mais également des défis techniques et technologiques. La profondeur maximale des océans mesurée dans la fosse des Mariannes est de 11 km. 11 km, c'est la distance entre Lansvata et Cutio à vol d'oiseau. C'est très peu en fait. Mais la pression qui s'exerce à 11 km est de 1 tonne par centimètre carré, ce qui est énorme pour les organismes, mais également pour les instruments. La diversité des données et des moyens mis en œuvre pour acquérir ces informations est aussi grande que la diversité des thématiques étudiées. Donc on peut utiliser des capteurs immergés ou des bouées instrumentées pour étudier tous les processus physiques. On peut prélever de l'eau, du sédiment, des animaux pour la biologie marine, la chimie, mais on peut également utiliser des instruments un peu moins courants, un peu moins intuitifs, comme des avions, des satellites, des sous-marins, des robots, et avec pas mal de capteurs embarqués, éventuellement même sur des animaux, comme Marc l'a montré. Je vais vous montrer juste quelques exemples. Par exemple ici, une bouée dérivante que vous pourriez croiser dans le lagon, suivie par satellite, elle nous permet de mesurer les courants, mais également la température, les courants de surface que l'on va pouvoir modéliser, notamment pour aider la sécurité civile à retrouver des hommes à la mer. Couplé avec des données satellites, on va pouvoir obtenir une information supplémentaire. Sur cette carte, vous voyez des tracés de bouées dérivantes dans le lagon de Poé. Et ce qui est intéressant, c'est les 2 lâchers qui sont faits à l'embouchure, enfin les quelques lâchers, il y en a plusieurs, à l'embouchure de la Nera et de la Nessadiou, qui montrent que par temps calme, en fait, ces bouées sont restées pendant plus de 24 heures à se balader en fond de baie. Par contre, si on prend une image satellite un lendemain de dépression tropicale, on voit que le panache de la Nera sort à plus de 10 km de la côte. Donc ces images satellites vont nous donner une nouvelle perspective et puis surtout nous permettre d'obtenir des informations sur la couleur de l'eau, sur les habitats, sur la température, le phytoplancton et bien d'autres paramètres, et ce sur des surfaces bien supérieures à ce qu'on peut faire avec nos prélèvements. Pour les processus physiques, comme les vagues, les courants, on peut utiliser des courantomètres, comme celui-ci, financé par le CRESICA, qui nous permet de mesurer la direction, la vitesse du courant, ce qui est très intéressant pour étudier le fonctionnement des passes, des lagons. Il nous permet de mesurer aussi la pression au fond, et donc la quantité d'eau qu'il a au-dessus de la tête, donc pour étudier tout ce qui est vague, et surcote aussi, en cas de cyclone ou de tsunami. Et toutes ces données permettent d'étudier le fonctionnement des écosystèmes, les mécanismes physiques ou biologiques, et sur le long terme, comme Christophe l'a montré, ces informations sont indispensables pour la préservation des ressources. Mais le fond des océans reste la frontière la moins explorée de notre planète. Elle détient pourtant des secrets sur l'origine de la vie. Claude en a parlé également. Et certaines catastrophes impactant les communautés vivant sur le littoral sont dues soit à des tsunamis, soit à des tremblements de terre sous-marins ou d'autres choses comme ça. Un des défis de la décennie de l'océan est de développer un système mondial d'observation de la côte au large et de la surface jusqu'au fond. Seuls 4 hommes ont plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur, alors que 12 sont déjà allés sur la Lune. Les observatoires profonds pourraient donc être une alternative technologique pour obtenir ces informations. Pour déployer ces instruments, les scientifiques peuvent s'appuyer sur les navires de la flotte océanographique française,
opérée par l'Ifremer. Cette flotte est composée de 18 navires, dont l'Atalante, que vous voyez ici, et 6 engins sous-marins permettant pour certains de travailler jusqu'à plus de 6000 mètres de profondeur. En Nouvelle-Calédonie, vous avez sans doute croisé l'Alice, à quai ou en mer, qui, comme l'Atalante, permet de faire des missions dans différents domaines, de la géologie, la physique, la chimie, la biologie, également la pêche. Et les scientifiques peuvent également compter sur l'Amborella, le navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, en fin de vie, l'Alice sera bientôt réformée, remplacée par l'Antea dès la fin d'année, en 2022, donc ce catamaran que vous pourrez bientôt voir. Claude a également évoqué le nombre de campagnes océanographiques. Moi, j'ai compté que sur 10 ans. Donc, plus de 120 campagnes ont été réalisées. Les données de ces campagnes sont disponibles sur le site de la flotte, où on recense plus de 7500 jeux de données depuis 1957. Parce que ces données collectées parce que ces données n'ont d'intérêt que si elles sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est le principe du fair data. Et on dispose aujourd'hui, grâce à Internet, de plusieurs portails, notamment le GeoRep, très connu au niveau local, mais également RifTemp, on en a déjà parlé également, un réseau régional de surveillance de la température et de différents paramètres, avec son portail de diffusion de données. Et l'interopérabilité des systèmes va surtout nous permettre de faire remonter ces informations au niveau national, au niveau européen, au niveau international, de façon à communiquer et valoriser ces données au maximum de personnes, et surtout qu'elles soient disponibles le plus longtemps possible pour avoir des belles séries de températures, mais c'est assez inquiétant, après ce que nous a montré Christophe. Merci beaucoup. Voilà, donc on termine par une très belle photo de Caprice Benoît, où on voyait la réplique du bateau de James Cook. On termine par une très belle photo que tu as prise, et on voit l'Atalante aussi en fond, c'était dans le port de Nouméa. Voilà, alors la parole vous est donnée maintenant. On va faire circuler un micro dans la salle grâce aux étudiants de l'IRD. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et avant qu'on atteigne une première personne, je vais peut-être demander une réaction à chaud à Emmanuel Djibaou, Madame Verdier. Est-ce que vous avez un micro juste sur la petite table par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? D'abord, merci pour vos présentations. Elles étaient d'abord très percutantes, très magnifiquement illustrées. Moi qui ne suis pas du tout du monde marin, je suis vraiment très impressionnée et puis tenter maintenant d'aller faire un petit plongeon et regarder ce qui se passe sous l'eau. Non, mais peut-être, ce qui est très marquant, c'est tout cet investissement de la recherche dans les connaissances, mieux connaître le vivant qui est sous l'eau. Mais ce qui est inquiétant, c'est ce que nous dit Christophe. Donc, moi, je comprends qu'on a toujours besoin de connaissances, d'aller mieux connaître la diversité du monde marin. Mais en même temps, on se dit, à quoi bon? Parce que qu'est-ce qui va se passer avec ces prédictions terribles que tu nous annonces, Christophe? Donc, en tant que présidente d'un organisme de recherche, où dois-je guider mes équipes et où investir? Et j'entends aussi toute la difficulté qui est comment on fait se dialoguer la science et la société, et comment, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Je suis d'accord avec toi, je suis moi-même une chercheuse, donc je suis assez convaincue de ce que tu dis, et on ne peut pas tout faire. Mais voilà, comment c'est peut-être vers toi je pose la question, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse pour à la fois continuer à porter ces connaissances, parce qu'on a besoin, et vous l'avez tous dit, et notre collègue de l'Ifremer a terminé sur ces dispositifs dont on a besoin et sur lesquels il y a des engagements aussi de l'État qu'il faut qu'on consolide pour qu'on puisse continuer à faire ce travail d'exploration. Mais en même temps, voilà, Christophe, quel est le message? Parce que tes scénarios, ils sont terriblement pessimistes. Christophe? Ça marche, le micro? Oui. Il y a plusieurs choses sur la question du changement climatique purement. Je pense que notre effort doit être complètement sur un discours ferme par rapport au gaz à effet de serre. Il faut qu'on ait vraiment ce discours-là. Et je comprends bien tout le discours sur l'adaptation et l'atténuation, parce que c'est important effectivement. Mais il y a tout un tas de cas où on ne va pas pouvoir, des écosystèmes vont disparaître. Donc ça, il faut qu'on ait un discours ferme
sur ces choses-là, sur le fait qu'il ne va pas y avoir d'adaptation d'atténuation possible pour un certain nombre de cas. Et puis, le centre de l'atténuation, le centre de l'atténuation, ce sont les gaz à effet de serre. Il faut réellement que les politiques publiques diminuent les émissions de gaz à effet de serre. Ça commence par là. Donc ça, c'est une chose. En termes de recherche... Christophe, peut-être juste, est-ce qu'on ne sous-estime pas la capacité d'adaptation des coraux? Donc on sait que... alors je ne sais pas, mais moi, venant du végétal, je vois aussi que les plantes sont capables de s'adapter, on les aide à s'adapter à des températures de plus en plus élevées, parce qu'on ne comprend pas tout non plus les mécanismes moléculaires dans ces organismes vivants. Alors c'est valable pour les thons, pour les tortues, pour les coraux. Donc est-ce qu'il n'y a pas encore un espoir que l'adaptation, je dirais? Là, je vais peut-être laisser répondre Fanny, si elle est dans la salle. Elle saura beaucoup mieux que moi à répondre. Fanny, et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? N'hésitez pas, parce que les étudiants se... Vas-y, Fanny. Donc Fanny Houlbrecht, je suis chercheuse à l'IRD, je travaille sur l'écophysiologie des coraux. Pour revenir sur ce que dit Christophe, moi je pense qu'il faut vraiment avoir un message commun entre toutes les institutions au gouvernement pour vraiment essayer de crier qu'il faut, c'est impératif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment ça qui va jouer. Pour tout ce qui est adaptation des coraux, bien sûr, on sait qu'il y a certaines espèces qui sont capables bien sûr de résister à ces hausses de température, mais ce qu'on voit, nous, sur le terrain tous les ans, c'est que certaines espèces ne sont pas capables. Elles meurent. On a une grande proportion tous les ans qui meurent face à ces hausses de température, et ça, il n'y pourra rien. On peut essayer de faire des transplantations, d'essayer de modifier génétiquement, mais est-ce qu'on va vraiment... La question, c'est est-ce qu'on va réussir en si peu de temps à transplanter tous ces coraux, à vraiment... essayer de reconstituer tous ces récifs qui font des surfaces pour la Grande Barrière de 300 000 km². Ça me semble juste... j'ai l'impression qu'on va vraiment droit dans le mur. Donc c'est le seul message, en fait, je pense qu'il faut transmettre, c'est vraiment d'essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre pour essayer de les préserver au mieux. Merci beaucoup, Fanny, pour ton intervention. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans la salle? N'hésitez pas à lever vos mains. Oui, je vois Lionel Loubersac qui va intervenir. Au titre du cluster maritime, Lionel? Oui, ou d'ancien Ifremer? Ancien Ifremer, voilà. Parfait. C'était une question que je voulais poser à M. Manoté, mais je crois qu'il est parti. Il a dit des choses très intéressantes, en particulier que si on veut gérer, il faut connaître. Et puis après, il a abordé une question avec un moratoire sur l'exploitation associé à un moratoire sur l'exploration. Et c'est là où il y a une ambiguïté qui me gêne personnellement, qu'il y ait des moratoires sur des exploitations de ressources dont effectivement les études d'impact ne permettent pas objectivement que l'on puisse décider en la matière, de cumuler ça avec un moratoire sur l'exploration, c'est gênant parce que si on n'explore pas, on n'ira pas savoir, on n'ira pas connaître. Et ça, en tant que scientifique, ça me gêne beaucoup. Donc je pose cette question parce que je pense que le monde scientifique a besoin de défendre son métier. Et son métier, c'est qu'il cherche, il sait, mais parce qu'il observe et donc parce qu'il explore. Si on n'y a plus d'exploration pour ce qui concerne l'océan, et notamment l'océan profond, dont tous s'accordent à dire qu'on n'en sait que très très peu, mais ça peut être gênant. Enfin, c'est une remarque plus qu'une question, mais peut-être que ça peut lancer la discussion aussi auprès de vous. Donc s'il y a quelqu'un dans le public qui veut rebondir par rapport à la remarque que vient de faire Lionel, ou dans les panélistes, la question de l'exploration, effectivement, qui est compliquée. Oui, vas-y Marc. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais être en mesure d'apporter précisément une réponse à cette question qui n'est pas adressée. Par contre, ça me semble intéressant de faire un lien avec le sujet qui était évoqué juste avant et la préconisation
très marqué de Fanny et Christophe sur les gaz à effet de serre. J'aurais tendance à répondre en disant de quoi parle-t-on quand on parle d'exploration ? Si c'est une exploration qui a vocation à aller identifier, géolocaliser des gisements d'énergie fossile, pour moi, cette exploration-là, évidemment, elle est à proscrire, puisque dans notre contexte actuel, aller chercher ce type d'énergie ne fait plus aucun sens et c'est même un suicide annoncé. Donc voilà, c'est vraiment une question de la définition de l'exploration. Si on parle de recherche, effectivement, explorer la biodiversité, explorer le fonctionnement des écosystèmes, évidemment que je ne peux pas parler pour M. Manoté, mais j'imagine que c'est un peu ce qu'il sous-entendait. C'est une question de limite, où est-ce qu'on la trace. Pour les hydrocarbures, voilà. En tout cas, mon opinion est faite et je pense qu'elle est largement appuyée par, malheureusement, les projections qui nous ont été présentées tout à l'heure. Alors, il y a Manuel Ducrot, peut-être qu'il peut répondre au titre du service du Parc naturel de la mer de Corail. Oui, merci, bonjour à toutes et tous. Je ne répondrai pas pour le membre du gouvernement, mais simplement pour le service. Je rejoins l'interprétation que fait Marc Oresmus, qui est effectivement de explorer pour exploiter. Je pense qu'effectivement c'est en ce sens que le président du gouvernement, lors du sommet France-Océanie, a indiqué qu'il était plus en faveur d'un moratoire. Et il faut aussi discriminer l'exploration invasive de l'exploration non invasive, et je pense que ça va également dans ce sens-là, c'est que oui à l'exploration non invasive et non impactante, et peut-être pas beaucoup moins en faveur d'une exploration impactante et invasive du milieu. Merci Manuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question ? Oui, il y a François Tron. N'hésitez pas à vous présenter à chaque fois, parce que je connais pas tout le monde quand même. Des fois j'arrive à dire vos noms, prénoms, mais François, tu peux te présenter ? Oui, bonjour. François Tron, directeur du programme de conservation internationale en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup pour l'accueil et les présentations percutantes. Je salue en particulier l'intervention de Monsieur Le Tourneur sur le lien entre la terre et la mer, et je voudrais souligner que d'après le réseau d'observation des récifs coralliens, on a 60% des récifs frangeants qui sont en mauvais état aujourd'hui et qui déclinent. Chiffre qu'on n'a pas sur le récif barrière ou qu'on n'a pas aux îles de Loyauté. J'entends que le changement climatique est une menace critique, pour ne pas dire bien davantage, à moyen et long terme, mais sur le récif frangeant, on a déjà un très gros problème. Est-ce que c'est lié à un problème d'apport terrigène, comme on a vu sur une diapo illustrée sur Bourail, si j'ai bien vu, ou est-ce que c'est dû à autre chose ? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui dans ce sens ? Ce récif frangeant, il est particulièrement important pour les conditions de vie des populations côtières, à différents égards. Et dans un contexte de changement climatique, si j'ai bien compris, avec des périodes de sécheresse accrues et donc un risque incendie accru, aujourd'hui on perd 3000 hectares de forêt par an et c'est une tendance qui augmente. Il y a peut-être un problème d'érosion des sols qui est majeur dans ce pays. Encore une fois, le lien terre-mer. Et dans un contexte de précipitation extrême qui risque d'augmenter avec le changement climatique, ce phénomène d'érosion des sols risque d'augmenter. Donc voilà, la question, elle est peut-être pour vous, Monsieur Le Tourneur, ou d'autres. Comment est-ce qu'on explique ce mauvais état des récifs frangeants, et est-ce qu'il y a une activité de recherche particulière pour trouver des solutions face à ce sujet-là ? Je rappelle, pour terminer, sur la question des gaz à effet de serre, que hier, l'œil, on les salue, a publié une synthèse des incendies 2019 et ils annoncent 800 000 tonnes de CO2 liées à la dégradation des écosystèmes par les incendies en 2019. Merci. Oui, c'est vrai, leur plaquette est téléchargeable. Alors je sais que dans la salle, il y a Hugues Lemonnier aussi qui a travaillé avec le programme CIRCE sur justement la dispersion des éléments. Hein. Tu es là, Hugues ? Donc d'ailleurs que je félicite parce qu'il a soutenu son HDR la semaine dernière, Hugues, et il a obtenu des brillantes félicitations. Donc bravo. Donc Hugues, alors, présente-toi Hugues. D'après Hugues Lemonnier, Ifremer, donc d'après ce que j'en sais, on commence le trait côtier. En fait, ce que je considère le trait côtier, c'est-à-dire les 100-150 mètres à partir de la zone côtière.
Et c'est celle qui est au final la plus impactée. Mais de là, aujourd'hui, à définir et à dire que la santé de ces coraux en zone très côtière soit associée soit à des apports terrigènes ou soit à une augmentation de la température, c'est à mon avis aujourd'hui difficile à dire. J'ai encore rien lu sur le sujet qui permette de différencier en fait l'origine de l'impact, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre en zone côtière, c'est là aussi où il y a les plus grosses variations de température, les plus grosses zones d'apport en eau douce. Et donc, c'est aussi les zones qui peuvent être considérées comme les plus vulnérables, même si les coraux se sont adaptés à ces zones côtières. En fait, l'adaptation est quand même, à mon avis, un pouvoir limite. Et donc, si on augmente en fait tous les facteurs de stress dans ces zones-là, ce sont et sans doute ces zones-là qui sont les plus à risque dans un premier temps. Et sans doute peut-être les zones les plus à surveiller aujourd'hui. Et je voulais revenir sur la question tout à l'heure sur l'effet des changements climatiques sur les phénomènes de blanchissement. Donc moi, j'ai travaillé sur d'autres systèmes à une époque, mais il y a une chose qu'on oublie bien souvent et qui risque d'arriver, c'est l'émergence des maladies. L'augmentation du nombre de stress vis-à-vis d'une population ou vis-à-vis d'un système va, a priori, va sans doute augmenter la fréquence des maladies et donc le risque pour ses propres écosystèmes. Ça, aujourd'hui, on a du mal à le voir parce qu'on n'est pas encore dans des systèmes suffisamment stressés pour avoir l'émergence et l'installation de maladies sur le long terme. Mais il y a de grandes chances qu'on voit arriver des maladies, ce qui est un facteur supplémentaire qui engendrera la disparition de ces écosystèmes. Donc, pas possible pour moi de répondre aujourd'hui, de savoir si cette dégradation mesurée par le RORC est associée à des variations de température ou à une augmentation des apports terrigènes. Mais c'est un signal qu'il faudra bien évidemment déconvoluer. À moins que quelqu'un ait déjà une idée. Bon, après, les Australiens ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a énormément de données aussi sur la barrière australienne qui a beaucoup d'avance sur nous en termes de dégradation. Merci beaucoup, Hugues. Je vais donner... Vas-y, Yves, tu veux donner un petit peu. Merci, Hugues, pour ton intervention. Donc, pour compléter un petit peu la réponse, je suis assez d'accord, c'est difficile de découper les différentes sources potentielles. On ne peut pas faire l'impasse, évidemment, sur tous les phénomènes d'érosion. Ce qui a été évoqué, c'est assez peu probable que les phénomènes d'érosion ne soient pas en cause. Donc, évidemment, ils sont en cause. Dans quelle proportion et dans quel secteur particulier, c'est toute la question. Et toutes les zones, tous les récifs frangeants, donc comme j'allais dire toutes les zones qui sont vraiment très 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 côtières, c'est par nature celles qui vont être les plus impactées par n'importe quel type de perturbations, que ce soit du piétinement, de la surpêche, des hausses de température qui sur la barrière seraient, j'allais dire, presque insignifiantes, vont avoir potentiellement un effet plus important sur un récif franc. Mais encore une fois, c'est une multiplicité de facteurs qui probablement forment le constat général. Pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a des recherches spécifiquement dédiées à ça, je dois dire que je n'en sais rien. Je ne crois pas, mais je ne veux pas m'avancer au nom des collègues. C'est possible qu'il y ait des recherches spécifiquement dédiées à ça. Pour ma part, je n'en ai pas. Je ne peux pas répondre pour vous. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je ne vois pas. Fanny, c'est ça? Tu as une question? Vas-y. Ah, elle veut venir. Il y a des recherches sur. On sait pour expliquer en fait ces récifs frangeants qui seraient plus impactés que les récifs barrières. On sait que les apports anthropiques, notamment les rejets d'eau usée, tout ce qui est rejet agricole ou urbanisation, vont en fait se surajouter à tous les facteurs et notamment les hausses de température. Par exemple, un apport important en nutriments peut tout à fait aggraver les effets des hausses de température. Ça, il y a des recherches qui sont faites notamment à l'IRD sur ces sujets. On sait également que certains métaux, alors ça concerne beaucoup la Nouvelle-Calédonie, on sait que certains métaux, notamment le nickel, un apport en nickel plus une hausse de température va avoir encore des effets encore plus dévastateurs sur les récifs. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? N'hésitez pas. Non? Emmanuel, alors, tout à l'heure, je voulais savoir un petit peu ton avis sur les différentes présentations qui ont été faites. Déjà féliciter les intervenants. Et puis,
c'est difficile de prendre la parole après ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on se rend autant compte de la richesse de notre patrimoine que de la fragilité finalement de ces écosystèmes et de l'impact de nous les hommes sur ces écosystèmes. C'est aussi se dire qu'on est au devant de choix qu'il va falloir assumer aussi. Parce que je rejoins Christophe là sur... on s'est posé déjà la question au conseil scientifique de la pertinence de siéger dans des instances dans la mesure où on va continuer à faire des recherches pour témoigner de l'échec de notre société à abonder dans ces mots qu'on entend de résilience, etc. Parce que la résilience, ça demande d'abord une exigence de vérité sur le projet de société que l'on porte. Est-ce que c'est celui-là que l'on veut transmettre? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'imaginaire, au réel que l'on côtoie. On va terminer la première présentation avec ces choses-là que l'on transmet pour... C'est pas pour des rêves qu'on se bat, c'est pour une réalité. C'est pour transmettre des références qui font sens aussi avec la société. Enfin, je sais pas, c'est quand même dramatique ce qui nous arrive. Je suis un peu... C'est perturbant, effectivement. Oui. Et Madame Verdier, justement, vous qui participez à des grandes instances internationales, comme le One Ocean Summit, et où il y a des décideurs qui sont là, comment ils se prennent les décisions par rapport aux résultats de la recherche? Comment vous faites, vous, quand vous êtes à très haut niveau, pour mobiliser les forces? Déjà, on mobilise des forces, c'est le propre de nos organismes de recherche. Moi, c'est ma mission principale, c'est amener plus de connaissances vers les décideurs politiques et les décideurs, quels qu'ils soient. Donc, ensemble, c'est ce que j'ai dit, avec d'autres dirigeants d'organismes, nous étions à Brest et on sera à Lisbonne pour porter ces messages-là, pour faire passer les messages comme ceux qu'on a entendus et dire qu'il faut appuyer la recherche, mais au-delà, il faut prendre des bonnes décisions et aller vite. On a des propositions, nos chercheurs, ils sont là, ils ont tous des choses à nous dire, ils ont tous des solutions à nous proposer, on l'a entendu. Donc c'est ça, ces messages-là que nous portons. C'est aussi, il ne faut pas se tromper, puis Christophe l'a très bien dit, le chercheur ne peut pas tout faire, il ne peut pas en même temps plonger, aller chercher des algues, les mettre en collection, mesurer les poissons sur les bateaux. Enfin, les métiers sont tellement prenants et divers, ils ne peuvent pas non plus en même temps aller chercher l'argent pour faire ça, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour la recherche. Et donc moi, mon combat de tous les jours, c'est que aussi nos ministères de tutelle nous entendent, nous donnent plus de moyens, qu'on soit moins dans un système compétitif, parce qu'il ne faut pas se cacher, on est de plus en plus dans un système de compétition. Alors évidemment, il ne faut pas se cacher non plus, se voiler la face. Il y a une magnifique carte qu'on nous a montrée. Autour, il y a d'autres grands États qui sont là aussi et qui ne vont pas nous attendre, nous, avec nos connaissances, pour prendre des mesures qui ne sont pas forcément celles en phase avec ce que nous souhaiterions pour viser l'atteinte, si possible, qui ne soit pas le 3+1, c'est ça, Christophe, 3+5, mais qu'on reste dans des limites raisonnables. Donc voilà, c'est où se prennent les décisions. Oui, elles se prennent au plus haut niveau des États, et comme je l'ai dit, on est là, nous, pour informer sur les meilleures décisions, les meilleures décisions qui soient pour l'avenir. Et donc c'est aussi pour dire, donnez-nous des moyens qui ne soient pas que pour de l'exploitation, mais pour de l'exploration, pour les connaissances, et pour faire avancer la science, mais aussi une science, et on l'a entendu, qui soit plus en phase avec les besoins. Donc ne pas se lancer non plus sur des périmètres où au final ça ne correspond pas du tout aux attentes des territoires. Donc c'est mieux écouter aussi l'information dont on a besoin pour mieux informer localement. Donc votre question est difficile, elle m'empêche parfois de dormir assez souvent d'ailleurs.
Mais voilà, je suis en tout cas heureuse de moi pouvoir m'appuyer sur les chercheurs, en particulier de l'IRD, mais pas que, en tout cas cette belle communauté de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens qui font que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent aujourd'hui vont faire ensemble, et avec Emmanuel aussi, parce que la science et l'art se mélangent, la science et la culture se mélangent, et il faut qu'on porte ces messages de plus en plus forts. Merci beaucoup. Alors, ça fait une transition parfaite par rapport à la deuxième table ronde où on va avoir ces questions de géopolitique, de gouvernance qui vont être abordées. S'il n'y a plus de questions dans la salle, on va faire une petite pause. Petite pause.